Arnaud Zacharie, bonjour. Vous êtes économiste, mais pas du genre orthodoxe, et vous êtes le secrétaire général du CNCD 11-11-11, une appellation biscornue qui désigne la Fédération des ONG en Belgique et qui mène une grande opération de solidarité citoyenne chaque année au mois de novembre. On va en parler. Mais d'abord, au bar de l'Europe, je vous ai servi des murs, même si vous n'aimez pas les murs, en tout cas pas ceux qu'on échafaude en Europe. Il y en aurait 600 kilomètres de murs anti-migrants à peu près. Ils sont où ces murs? Ils sont dans plusieurs pays européens. Depuis la chute du mur de Berlin, en fait, on a recommencé, et notamment récemment, à reconstruire des murs. On a plus de murs aujourd'hui qu'on en avait à la fin de la guerre froide en Europe. En fait, il y a pire que les murs, ce sont les accords avec certains pays comme la Turquie, la Libye, le Soudan, qui sont quand même des pays qui posent problème et qui permettent effectivement d'empêcher des candidats à l'exil de venir chez nous ou de les rapatrier. C'est ça, donc déjà on n'avait pas vraiment de politique migratoire européenne, puisqu'on avait, avec ce qu'on appelle le règlement de Dublin, on faisait porter sur les seules épaules des pays d'entrée, c'est-à-dire en gros la Grèce et l'Italie, toute la gestion des demandeurs d'asile. Et puis, comme ça ne fonctionnait pas, on s'est dit on va aller encore externaliser plus loin nos frontières. Et donc, on négocie des pactes migratoires avec des pays africains. Alors, non seulement on mobilise de plus en plus d'aide au développement au service de politiques migratoires restrictives, ce qui est une contradiction, puisque c'est de l'aide au développement qui échappe au financement des objectifs de développement durable, alors qu'on sait que les inégalités mondiales, notamment entre chaque rive de la Méditerranée, représente le principal problème structurel de notre monde aujourd'hui. Mais en plus, ça permet toutes les violations des droits humains. On a vu, notamment avec la négociation d'un pacte avec la Libye, des vols, des viols, du travail forcé. Et puis, la Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Plus de 5000 morts en 2016, quasi autant en 2017. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on ouvre les frontières? C'est ça la justice migratoire que vous réclamez? Ce qu'on veut d'abord, c'est qu'il y ait une véritable politique migratoire, qu'on se rende compte que d'une part, il y a le droit international et que les demandeurs d'asile qui risquent leur vie, on doit respecter leurs droits civils et politiques, c'est la Convention de Genève, mais il faut aussi se rendre compte qu'on a une Europe vieillissante, donc on a besoin d'une immigration économique. Et donc, plutôt que de faire de la Méditerranée un cimetière, tout ce qu'on demande, ce sont des voies d'accès sûres et légales aux demandeurs d'asile, aux migrants économiques, pour qu'ils ne risquent pas leur vie. Et d'ailleurs, c'est complètement contre-productif, puisqu'on dit vouloir briser les réseaux des trafiquants et des passeurs, mais plus les voies sont dangereuses, et plus en fait on enrichit ces passeurs qu'on dit vouloir par ailleurs démanteler. Alors, vous réclamez une justice migratoire, vous réclamez aussi une justice climatique. Les deux sont liés? Bien entendu. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de migrants et de réfugiés climatiques, et notamment du fait que l'Afrique, qui est pourtant le continent qui pollue le moins, est la principale victime des changements climatiques. Mais il faut savoir aussi qu'on avait crié victoire après l'accord de Paris. On a quand même un objectif ambitieux, c'est un plus 2 degrés maximum d'augmentation de la température globale et même 1,5 degré. C'est ça l'accord de Paris. Et puis on a fait les calculs des engagements qui avaient été pris par les États membres. On se rend compte que là, on est dans un scénario de 3,4 degrés d'augmentation de la température globale. Et puis, depuis lors, les États-Unis de Trump se sont retirés de l'accord. Donc on est plutôt dans un scénario de plus 4 voire plus 5 degrés, c'est-à-dire une catastrophe climatique et donc une catastrophe aussi pour le développement. Alors, je le disais, vous organisez ce mois-ci une grande opération de solidarité. Vous faites une collecte de fonds pour financer toute une série de projets au Sud. Parmi ces projets, il y en a qui tiennent compte de cette question climatique? Tout à fait, d'ailleurs, qui prennent en compte aussi la question climatique, migratoire, les différents enjeux mondiaux. Je prends par exemple le cas de projets que nous finançons dans le Sahel, avec des pratiques agroécologiques. Donc ça veut dire qu'on va faire en sorte que les agriculteurs puissent s'adapter au changement climatique, mais aussi vivre de leur production et donc pouvoir se nourrir eux-mêmes, parce qu'il faut rappeler que la majorité des personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont des paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur production. Et puis évidemment, si on a des paysans du Sud qui vivent de leur production, on va aussi enrayer les migrations économiques forcées, parce qu'on se rend compte qu'il y a un schéma aussi. Ce sont les agriculteurs qui s'appauvrissent dans le monde rural, notamment des pays africains, qui tentent leur chance en ville pour tenter de trouver un job qui généralement ils ne trouvent pas, et puis ils tentent la migration dans les conditions très dangereuses qu'on connaît aujourd'hui. Alors regardez cette photo.
l'avare de Molière. Est-ce que ça ressemble aux citoyens européens, aux citoyens belges? Est-ce que vous avez établi une espèce de baromètre de la générosité? Le citoyen belge est de plus en plus généreux, d'ailleurs, y compris depuis la crise de 2008. Donc, il n'est certainement pas avare et je pense qu'une bonne partie des citoyens européens, malgré les discours national-populistes qui tirent dans l'autre sens, se rendent compte que le repli sur soi pour régler la crise de la mondialisation, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut, c'est renforcer la coopération internationale et quelque part avoir une bonne politique de voisinage, avoir des partenariats pour le développement durable. C'est dans l'intérêt également des citoyens des pays donateurs puisque on le voit tous les jours. On a des effets boomerang qui inondent nos actualités, qui proviennent en fait d'enjeux mondiaux, qui proviennent de problèmes liés au développement. Alors, l'Europe reste le principal donateur au niveau de l'aide au développement. En même temps, ces donations commencent à s'affaiblir d'une manière inquiétante, selon vous. Oui, tout à fait. Donc, on voit au niveau mondial une stabilisation parce qu'il y a des nouveaux acteurs, comme la Chine et les autres pays émergents. Au niveau européen, on a un peu une évolution contradictoire. On a quelques pays qui, malgré la crise de 2008, ont continué même à augmenter leur aide au développement. Donc, c'est le cas des pays scandinaves, mais aussi, par exemple, de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Et puis, on a des pays qui ont décidé de faire de l'aide au développement une de leurs principales variables d'ajustement budgétaire. C'est clairement le cas de la Belgique ou de la France ces dernières années. Quand vous voyez ce scandale des Paradise Papers, est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous vous dites, tiens, tout cet argent, ça pourrait servir à l'aide au développement? Mais bien entendu. D'ailleurs, on n'a pas attendu les Paradise Papers pour le dire. L'aide au développement n'est qu'une goutte dans l'océan quand on la compare aux flux de capitaux illicites. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros qui, chaque année, échappent non seulement aux recettes des pays en développement, mais aussi aux recettes des pays donateurs. Et puis, on se rend compte aussi qu'en fait, 80% de ces richesses placées offshore sont dans les mains des 0,1% les plus riches de la planète. Ça veut dire Mais on quoi? dit que tout est légal, hein? Évidemment que tout est légal, c'est l'optimisation fiscale qui est légale parce que les grosses fortunes ou les grandes firmes transnationales ont les moyens de prendre des services d'avocats d'affaires qui jouent entre les contradictions des législations. La fraude fiscale, c'est pour les pauvres en quelque sorte, mais ça veut dire aussi qu'il faut changer les lois et ça veut dire aussi qu'il faut adapter les politiques fiscales à la mondialisation, donc de nouveau avoir une harmonisation fiscale européenne au minimum et même réfléchir à certaines formes d'harmonisation à l'échelle mondiale. Arnaud Zacharie, prenez une petite boule surprise que vous allez lire à haute voix et bien sûr sans crainte. Alors, Nicolas Hulot est-il un exemple à suivre? Alors là, Nicolas Hulot était en tout cas jusqu'il y a peu un exemple à suivre. Maintenant, on voit qu'il a énormément de difficultés à passer des paroles aux actes dans un gouvernement où il est un peu la conscience de la société civile dans ce gouvernement qui est un peu une auberge espagnole. Donc voilà, quand on l'entend, il est évidemment interpellé, il dit qu'il se donne un an. On espère qu'il va quand même tirer dans la bonne direction et un peu peser parce que cette dernière semaine, c'était un peu difficile pour lui quand même. Et vous ne rêvez pas de devenir ministre? Non, je ne rêve pas de devenir ministre, non. Merci Arnaud Zacharie d'être venu au bar de l'Europe. Et on va goûter ces murs. Allez.